Le 23 mars 1994, un Airbus A310 de la compagnie russe qui effectuait la liaison Moscou-Hong Kong s'écrase dans le sud de la Russie, tuant 75 personnes à bord. À l'époque, même si cela était déjà interdit, il était fréquent que des pilotes invitent des membres de leur famille dans le cockpit pour les impressionner. C'est ainsi qu'Eldar Kudrinski, 15 ans, s'est retrouvé aux commandes de l'avion flambant neuf et laissé sans surveillance. En forçant sur la colonne, il désactiva le pilote automatique sans que personne ne s'en rende compte et engagea l'avion dans une suite d'événements tragiques sans qu'aucun pilote ne puisse reprendre la main à cause de la gravité qui les a cloués à leur siège. Tiens bien le manche entre tes mains. Eldar semble être le seul à pouvoir diriger l'avion. De l'autre côté. Mais il ne peut exécuter que les ordres les plus simples. Et surtout, plaqué par la force centrifuge, il est incapable de se lever pour rendre les commandes à son père. À gauche, vas-y. Vire à gauche. L'enquête conclura que les principales causes du crash sont un manquement à la réglementation, ainsi qu'une succession d'erreurs de pilotage dues à un manque de formation. En effet, les pilotes ignoraient qu'une pression prolongée sur le manche désactivait partiellement le pilote automatique. En gros, pendant qu'ils croyaient que c'était l'ordinateur qui pilotait l'avion, c'était en réalité l'adolescent. Le 14 août 2005, un Boeing 737-300 reliant Chypre à Prague s'écrase dans le nord-est d'Athènes. En raison de l'absence de pressurisation lors de la montée, la totalité des passagers et membres d'équipage s'est évanouie pour cause d'hypoxie. Les chasseurs F-16 grecs ayant intercepté l'avion n'ont pu que constater de visu que plus personne ne le pilotait. Ils se sont donc contentés d'escorter le Boeing qui finira par s'écraser sur une colline déserte à la suite d'une panne sèche, tuant les 121 personnes à bord. L'enquête conclura à une erreur humaine de la part des techniciens de maintenance ayant oublié de remettre le système de pressurisation sur auto, mais également des pilotes qui n'ont pas été en mesure d'interpréter correctement l'alarme leur indiquant un problème de pressurisation. Aussi, ces derniers n'ont pas été en mesure d'interpréter les signes précurseurs de l'hypoxie, ce qui est censé faire partie intégrante de leur formation, et n'ont donc par conséquent pas eu le temps de mettre leur masque à oxygène. Le 25 juillet 2000, un Concorde de la compagnie Air France devant relier Paris à New York s'écrase lors de la phase de décollage sur un hôtel situé non loin des pistes, tuant les 109 personnes à bord ainsi que 4 employés de l'hôtel. L'enquête conclura à un débris laissé par un autre avion sur la piste qui a fait éclater un pneu du Concorde. Le pneu en explosant créa une onde de choc dans les réservoirs situés à proximité et cette onde de choc éventrera le réservoir. S'ensuivra alors un incendie qui consumera très rapidement l'aile de l'avion et l'empêchera de décoller, provoquant son crash. Contrairement aux idées reçues, ce crash ne sera pas en soi la cause directe de la fin de Concorde. Disons qu'il a précipité l'inévitable. Le Concorde n'était pas rentable, difficile à opérer, vieillissant, donc nécessitant une maintenance colossale, et enfin peu écologique. L'exploitation de Concorde par Air France et British Airways prendra fin 3 ans plus tard. Le 7 avril 1994, les 3 pilotes du McDonnell Douglas DC-10 opérés par la compagnie de fret FedEx, effectuant une liaison entre Memphis et San José aux États-Unis, parviennent à poser leur appareil sur le tarmac après avoir été attaqués en plein ciel par un autre employé de la compagnie équipé d'un marteau. L'homme, désespéré à cause de problèmes familiaux et sur le point de se faire envoyer, prit la décision de faire crasher l'avion afin de bénéficier de l'argent de l'assurance décès destiné à sa famille, le tout en tentant de maquiller le crash en accident. Après une longue lutte acharnée, les 3 pilotes grièvement blessés finirent par maîtriser l'assaillant et poser l'avion. Ayant subi des traumatismes cérébraux graves, aucun des 3 pilotes ne put reprendre du service. L'assaillant plaida la folie mais fut condamné à la prison à vie. Le 23 novembre 1996, le Boeing 767-200ER reliant l'Éthiopie au Kenya s'écrase à proximité des plages de l'île de la Grande Comore. An international drama ended just 100 yards from the sand as a hijacked plane ran out of fuel and crash landed just a few hundred yards offshore. 3 terroristes éthiopiens entrèrent de force dans le cockpit et menacèrent de faire exploser l'avion si les pilotes ne les emmenaient pas jusqu'en Australie. Les pilotes les avertirent alors que cela était impossible, car les avions de ligne n'emportent que le kérosène dont ils ont besoin, et le leur devait initialement effectuer un court courrier entre 2 pays voisins. Les pirates de l'air ne voulant rien entendre car ne croyant pas les pilotes, ces derniers prirent donc la direction de l'Australie.
Les pilotes essaièrent bien de duper les pirates en longeant les côtes africaines, mais ces derniers se rendirent compte de la supercherie. L'avion finira par s'écraser à 500 mètres de la plage en tentant un amérissage forcé. 123 des 175 passagers, dont les 3 pirates de l'air, trouvèrent la mort. Le 1er juin 2009, un Airbus A330-200 de la compagnie Air France reliant Rio à Paris s'écrase dans l'océan Atlantique, tuant les 228 personnes à bord. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. Comme presque toujours dans l'histoire des crashs d'avions, les causes sont multiples et surviennent en cascade. Dans le cas du vol AF447, tout est parti du gel des sondes pitot qui entraîna de fausses données de vitesse et déconnectera le pilote automatique dans des conditions météorologiques fortement dégradées. C'est bon, j'ai les commandes. D'accord. C'est le jeune copilote qui prend les commandes. Il tire sur le manche. Pas une bonne annonce de vitesse. La suite ne sera qu'une succession d'erreurs des 3 pilotes présents dans le cockpit, ayant entraîné le décrochage de l'avion puis le crash. Le monde de l'aviation fut stupéfait de constater qu'aucun des 3 pilotes présents dans le cockpit ne fut en mesure de comprendre ce qui se passait malgré leur très haut niveau de qualification, mais surtout que l'un d'entre eux avait gardé l'avion cabré pendant les 3 longues minutes depuis le début des incidents. En effet, les apprentis pilotes apprennent dès le premier jour de formation qu'un avion trop cabré ne vole plus et tombe, et la seule façon de sortir du décrochage est de faire piquer l'avion pour en gros le faire reprendre de l'élan et le faire voler de nouveau. Je vais exercer une action brutale sur le manche à cabrer. C'est parti, le manche part sur l'arrière. Arrive en butée arrière. L'avion décroche. Et là, je maintiens le manche en secteur arrière. Je le maintiens et l'avion commence donc à buffeter. Il y a des vibrations assez fortes. J'essaye de le maintenir, j'ai toujours le manche sur l'arrière. Maintenir le manche en arrière, ce fut précisément l'action du copilote durant presque tout le temps de la chute. Je l'empêche de repartir. La vitesse est d'environ 100 nœuds. L'avion ne veut pas toujours partir. Tant que je ne rendrai pas la main, tant que je ne mettrai pas le manche sur l'avant, il refusera de partir. Je vais maintenant sortir du décrochage en exerçant une action sur le manche vers l'avant à piquer et rapidement, les choses redeviennent normales. Au-dessus de l'autoroute, Jean-Pierre Otelli a poussé sur le manche et évité le crash. Il faut bien savoir que ce sont des lois de l'aérodynamique qui sont valables pour tous les types d'avions, que ce soit pour un ULM, un Robin d'Aéroclub, un avion de compétition, un Airbus, un Boeing. La démonstration est implacable. L'Airbus a décroché parce que le copilote a majoritairement maintenu son avion à cabrer jusqu'à l'impact. Comment vous expliquez l'ordre à cabrer comme ça du Honnêtement, la panique, le stress, la réaction incontrôlée, cette réaction instinctive qui est la réaction de tout. Un peu comme un pilote de rallye sait qu'en cas de dérapage dans un virage, on doit orienter les roues dans le sens inverse du virage. C'est la base. Ce qu'on veut, c'est de tourner les roues dans la direction opposée du dérapage. Avec l'expérience, vous allez devenir apte à déceler le contre-braquage qui sera nécessaire pour vous sortir du dérapage. Ce drame est une preuve cruelle que l'être humain, aussi brillant soit-il, reste faillible. Ce crash est d'autant plus atypique que la solution préconisée en cas de gel des sondes pitot, qui arrive relativement régulièrement dans certaines régions du monde, est de ne toucher à rien. Quand vous perdez les indications de vitesse, je crois que c'est la procédure, en croisière, hein, c'est la procédure la plus simple à appliquer, il faut faire rien. Et il va continuer à voler comme ça pendant encore très longtemps. En effet, le gel des sondes ne dure que quelques secondes en moyenne et un avion ne s'arrête pas instantanément de voler quand le pilote automatique est déconnecté. Après une très longue enquête, la justice désignera les 3 pilotes comme responsables du crash. Cependant, l'enquête est toujours en cours puisque la Cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi d'Air France et d'Airbus devant le tribunal correctionnel. Le procès devrait commencer en octobre 2022 et se terminer en décembre. Attention, du cabre là. Du cabre là. Du cabre. On est cabré. On est à 4000 pieds. Du cabre là. C'est break. Allez, tire. On tire. Putain, on va taper, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? 10 degrés d'assiette.